Dimanche, dans 5 jours, la Grèce va voter. Si le parti de la gauche anti-austérité Syriza l'emporte, comme le prédisent tous les sondages, l'Union européenne devra alors faire face à la première vraie contestation de ses choix économiques. Mais une autre politique économique est-elle concrètement possible ? Oui, répondent les deux grands témoins de 64 minutes. Bonsoir Guillaume Duval, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Marre de cette Europe-là, moi aussi. Voilà le titre de votre livre, Conversation pour demain, c'est aux éditions textuelles. Avec nous également, dans 64 minutes, Le Monde en français, Anne Edoux, merci d'être avec nous également. Vous êtes économiste, co-auteur de ce livre, le nouveau manifeste des économistes atterrés, 15 chantiers pour une autre économie, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors Anne Edoux, vous aviez déjà sorti un premier manifeste avec vos collègues économistes, c'était il y a un peu plus de 4 ans, on s'en souvient. Pourquoi ce deuxième manifeste aujourd'hui ? Alors parce que nous dénoncions déjà dans le premier manifeste les 10 fausses évidences et la politique d'austérité qui conduirait à l'impasse. Et effectivement, on reste aujourd'hui englué dans l'austérité et dans une impasse. Donc ce nouveau manifeste qui a été écrit à 20 mains a l'ambition d'aller plus loin, c'est-à-dire de proposer une alternative. Donc oui, une alternative est possible. Alors on va y venir sur ces alternatives. Guillaume Duval, je rappelle que vous êtes également rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques, Euro, Pétrole, Plan Juncker 2015, des raisons d'espérer. C'est la une du dernier numéro. Vous partagez ce constat qui vient d'être fait. Une impasse, dites-vous, due à l'Europe libérale. Pour autant, quelles offres, quelles opportunités proposez-vous ? Oui, simplement sur l'impasse, donc on va y revenir dans le cas de la Grèce, mais la Grèce illustre manifestement cette impasse. Donc c'est une société une économie qui a perdu le quart de son PIB, le quart de ses emplois, et qui pourtant, en termes d'endettement, est passée de 110% du PIB au moment de la crise, enfin en 2008, à 175%, bien qu'on ait déjà annulé une partie de cette dette. Donc c'est un échec total de ce genre de politique. On mesure mal en Europe l'absurdité de ces politiques. C'est-à-dire que la zone euro a eu un excédent extérieur de 20 milliards d'euros en novembre dernier, un record. Ça veut dire qu'on aurait pu consommer ce mois-là 20 milliards d'euros de plus en Europe. Ça représente 2,4% du PIB de la zone euro. Et consommer, c'est pas forcément des McDo en plus, c'est pas forcément des 4x4 en plus. Ça peut être des logements sociaux, ça peut être de l'éducation, ça peut être de la transition énergétique. Et c'est ça qu'il faudrait faire, c'est ça que j'essaie de proposer, notamment dans cet ouvrage, en particulier autour de la transition énergétique. Je crois qu'on pourrait faire beaucoup plus en Europe. Anne Edoux, parmi les 15 chantiers pour une autre économie, justement, vous mettez en premier cette transition énergétique. En quoi peut-elle être une vraie alternative ? Eh bien, disons que nous proposons à la fois une transition énergétique et une reconversion sociale, c'est-à-dire que il s'agit de rompre avec les politiques d'austérité, mais il s'agit aussi d'orienter la dépense publique dans les secteurs où on en a le plus besoin. Donc effectivement, il y a un besoin de reconversion productive, de reconversion énergétique et aussi des besoins sociaux. Et donc, ce que nous proposons, l'un des objectifs prioritaires, c'est un plein emploi et un plein emploi de qualité, mais qui s'appuierait précisément sur ces reconversions énergétique et sociale. Alors vous dites, écologique et sociale. C'est pour vous une condition sine qua non, mais concrètement, comment ça peut se mettre en place ? Certains disent par exemple ça détruirait des emplois. Toutes les voitures fonctionnent aujourd'hui au gazole. Peut-être vous, Guillaume Duval, sur cette question, c'est possible vraiment cette transition ? C'est non seulement possible, mais c'est vraiment une condition sine qua non pour que l'Europe sorte de la crise. C'est pas une histoire d'être gentil avec nos arrière-petits-enfants ou d'être gentil avec les gens du Sud pour leur laisser un peu de pétrole et de gaz pour se développer eux aussi. Si l'Europe est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, et pour ça, c'est celle qui a le moins d'énergie fossile sur son territoire. Si on n'apprend pas à s'en passer, on sera fichu à chaque fois que l'économie mondiale repart. Pour l'instant, le pétrole est bas et c'est plutôt bon pour nous parce que nous, on est consommateurs de pétrole, etc., même si c'est très mauvais pour l'environnement. Mais dès que ça va repartir, les prix vont repartir à la hausse, sans doute encore plus haut que la dernière fois. Si on n'a pas fait le boulot pour la transition énergétique, l'économie européenne sera à nouveau étouffée. Donc c'est absolument indispensable. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça consiste à mettre beaucoup d'argent sur la table. Les 300 milliards
de M. Juncker, et encore si on réussit vraiment à les rassembler, c'est pas assez, même par rapport à ce qu'il faudrait faire. Il faudrait beaucoup plus. Ça permettrait d'être redistributif en Europe, puisque ça consisterait quand même à donner des sous aux pays du Sud, là où il y a du soleil, si vous voulez. C'est complètement stupide de développer le photovoltaïque d'abord en Autriche et en Allemagne avant de le faire en Grèce ou en Espagne. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que justement, ça consiste à mettre de l'argent en commun sur la table et pour l'instant, les peuples et les gouvernements n'y sont pas prêts. Alors vous le savez, tous les deux, les lignes vont peut-être bouger dès dimanche. Il y a en tout cas quelque chose qui va peut-être changer du jour au lendemain. Ça se passe en Grèce. Le parti Syriza, ou plutôt la coalition qui rassemble une dizaine de partis qui vont de l'extrême gauche au centre gauche, est donné largement favori dans les sondages. Je vous propose d'écouter ce que disait le chef de file de Syriza, Alexis Tsipras. C'était récemment. Le message du peuple grec et de Syriza au peuple d'Europe du Nord qui se sont mis les mains dans les poches est que nous ne voulons plus d'emprunt. Nous voulons une solution viable afin que nous puissions rembourser ce que vous nous prêtez, pas une solution qui nous envoie dans un trou noir. Nous y sommes malheureusement déjà. Nous voulons une solution qui ramène la croissance en Grèce. Anne Edoul, la victoire de Syriza serait-elle, selon vous, une chance pour l'Europe sur le plan économique ? Alors, en tout cas, c'est un espoir de changer la gouvernance économique européenne. Et changer la gouvernance économique européenne, c'est une nécessité. Disons que ça fait partie aussi des convictions qu'on a portées dans le manifeste, c'est-à-dire qu'il faut que les peuples d'Europe puissent décider démocratiquement de la politique économique et sociale qu'ils vont mener. Et de ce point de vue, les élections sont une chance pour l'Europe quand elle porte au pouvoir des partis qui souhaitent renégocier les traités. Alors on a eu un espoir en 2012 avec l'élection de François Hollande de renégocier les traités, espoir qui a été déçu. Et aujourd'hui, effectivement, la possible victoire de Syriza est aussi porteuse d'un espoir de transformation de la politique de la gouvernance européenne, parce que Syriza va demander une restructuration de sa dette et on peut penser que les institutions européennes sont déjà prêtes à cette restructuration. Alors des dirigeants politiques européens, des médias également brandissent la menace d'une explosion de la zone euro en cas de victoire de ce parti. Syriza, d'un point de vue économique, est-ce que ces craintes tiennent la route ? Alors déjà, le fait que Syriza pose le problème de la dette publique grecque est absolument indispensable. La Grèce ne peut pas s'en sortir avec ses 175% de dette. Et c'est très utile pour l'ensemble de l'Europe parce que ça va obliger l'Europe à se poser la question de la dette pour d'autres pays aussi, donc le Portugal, l'Irlande, l'Espagne dans une certaine mesure sont eux aussi surendettés, l'Italie surtout. Si on donne simplement une fin de non-recevoir à la Grèce, ce sera une fin de non-recevoir aussi à ces peuples-là et ça risque d'avoir des conséquences politiques très graves, notamment en Italie. L'Italie, la Grèce, ça reste un petit morceau en termes de population, de poids économique, mais si l'Italie décide elle aussi de sortir ou de poser le problème de son appartenance à l'euro, c'est une autre question. Alors après, donc le gouvernement allemand en particulier, pendant un certain temps au moins, a dit c'est pas grave, on restera ferme et s'ils veulent, ils sortiront. Sur le plan économique, strictement économique, c'est vrai que la zone euro est mieux équipée qu'en 2010 pour faire face à ce genre de situation avec le mécanisme européen de stabilité, les différentes mesures qu'on a prises. Sur le plan strictement économique, mais sur le plan politique, je pense que ce serait d'une part sur le plan économique, le tester en vrai, c'est prendre un vrai risque. Beaucoup de gens pensent que ce risque est limité, mais quand même, personne n'a jamais fait l'expérience. Et d'autre part, sur le plan politique, là, c'est vraiment prendre un gros risque parce que c'est décourager tous les peuples des pays en particulier qui sont très endettés aujourd'hui. Ouais. On terminera juste sur les réformes urgentes. Ce sera la question à tous les deux. Mais d'abord, qui profite de ça ? Le mot est assez fort, atterré. Deuxième manifeste, on le dit, des économistes atterrés. Qui profite de cela ? Puisque vous nous dites tous les deux ici que ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que les dirigeants européens, qui voudraient eux aussi le bien-être des peuples, pourquoi ne mettent-ils pas en place vos préconisations ? François Hollande appréciait beaucoup votre premier manifeste. Il est aujourd'hui président. Alors, je ne sais pas s'il appréciait beaucoup notre premier manifeste, mais... force est de constater que les choses n'ont pas changé. Alors les raisons sont complexes. On peut penser que
il y a aussi une forme de mainmise de la finance sur l'Europe aujourd'hui. Et comment dire, que l'Europe porte une entreprise de réforme néolibérale. Et alors c'est encore le cas la finance, aujourd'hui. on a déjà entendu. Concrètement, quelle réforme urgente, selon vous, alors, pour contrecarrer le poids de la finance ? Alors, d'abord domestiquer la finance, séparer les banques d'affaires et les banques de détail, faire en sorte que la Banque centrale européenne puisse racheter des titres de dette. Enfin voilà, il y a une série de réformes à entreprendre pour permettre de desserrer la contrainte des marchés financiers, pour éviter que ces marchés financiers spéculent sur les dettes des États les plus endettés. Ouais. Vous avez évoqué le plan d'investissement du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. L'urgence, selon vous, quelle est-elle à l'échelle européenne ? Peut-être juste un mot sur la question d'avant. Je ne crois pas, pour ma part, que ce soit les intérêts du grand capital que défendent ces politiques. Je pense simplement que ce sont des politiques absurdes qui n'ont pas de sens, mais qui résultent d'un jeu. Enfin, en théorie des jeux, c'est quelque chose qui est assez connu, c'est-à-dire que les intérêts des acteurs pris individuellement peuvent conduire à une situation absurde, négative au niveau de l'ensemble qu'ils forment, et c'est ça le problème de l'Europe. Alors après les réformes principales, je pense qu'il y en a une déjà dans l'immédiat qui est tout de suite. C'est la question des impôts, du dumping fiscal. Le fait que Jean-Claude Juncker soit président de la Commission, c'est à la fois une absurdité, un ancien Premier ministre d'un paradis fiscal, mais c'est en même temps une chance. C'est-à-dire que je crois qu'il va se sentir obligé, ou en tout cas si la pression est suffisante, on peut l'obliger à faire un pas décisif sur la question du dumping fiscal en particulier. Merci Guillaume Duval, merci à vous également Agnès Evin d'être venue sur le plateau de TV... Anne Edoux, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde dans 64 minutes.